Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Nous allons essentiellement parler de la présidentielle togolaise, de ces drames de l'immigration clandestine avec ce sommet extraordinaire de l'Union européenne jeudi dernier à Bruxelles. On va également parler des tractations en vue de la signature à Bamako du 15 mai de l'accord de paix. La coordination des mouvements de l'Azawad signera ou signera pas. Nous allons tenter de savoir le point de vue de nos invités. Ce soir, ils sont Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Kausu Drabo, journaliste, ancien ministre de la Communication, et Serge Daniel, journaliste écrivain. 3,5 millions de Togolais étaient appelés aux urnes samedi dernier pour l'élection du président de la République. Ils sont quatre à défier le président sortant Faure Gnassingbé. Et parmi les challengers, Jean-Pierre Fabre, le candidat de CAP 2015, qui émet dès à présent des réserves quant au processus de collecte des résultats. Nous l'écoutons. Ça fait au moins des semaines que nous refusons l'usage du système Success. Voilà Jean-Pierre Fabre, le candidat de CAP 2015. Alexis Calambri, est-ce que vous pensez que cette fois-ci c'est la bonne pour l'opposition en termes de réalisation de l'alternance au Togo? Non, pour la simple raison que la présidentielle togolaise étant à un seul tour, l'opposition voit toujours ses voix divisées. Très souvent, le président sortant fait le plein au premier tour. Peut-être deuxième tour, avec les jeux des alliances, que ça peut se jouer, mais très souvent, il vient en tête. Donc, et je pense dans le cas de Faure, ça va être très difficile que quelqu'un puisse le dévancer. Serge, l'enjeu, c'est la participation. Probablement le taux de participation et le déroulement du scrutin, ça s'est bien passé. Visiblement, il faut toujours attendre la fermeture et le décompte des premiers bulletins pour savoir s'il n'y a pas eu d'incidence, s'il n'y a pas eu de fraude. Mais j'ai toujours pensé que l'opposition togolaise s'est affaiblie avec la défection de l'opposant historique Gilles Chris Olympio. Si c'était un match Gilles Chris Olympio et Adema Fils, je pense qu'il y aurait eu un enjeu, je pense qu'il y aurait eu plus d'engouement. Mais il ne faut pas oublier, Alexis l'a dit, c'est une élection à un seul tour. Donc l'élection à un seul tour, c'est un peu la tactique qu'a trouvé des chefs d'État, des candidats sur le continent, ça existe au Gabon, vous le savez, pour ne pas avoir affaire à un deuxième tour où toute l'opposition se coalise contre le candidat au pouvoir. Donc il y aurait, à mon avis, il n'y a pas de surprise. La surprise serait qu'on apprenne demain que c'est l'opposant Fabre qui a remporté les élections. Mais c'est après l'élection, à mon avis, qui sera le plus important. Adam Cham. Ce ne serait pas difficile pour Faure de remporter cette élection. Je ne crois pas que ce soit à cause du fait que c'était un premier tour, parce que au Nigeria c'était un premier tour, mais c'est l'opposition qui a gagné. Je pense que Faure est crédité d'un bon bilan, et on sait en même temps que sur la vingtaine d'années, l'opposition s'est affaiblie. Et ça n'est pas à cause de Faure, mais c'est l'action antérieure de son père qui a affaibli l'opposition. On ne doit pas prophétiser, mais il me semble qu'effectivement ça doit être plié pour Faure. On attend des résultats pour dans quelques minutes, je crois. Oui, monsieur le ministre. Oui, en fait, je pense que au-delà de toutes ces considérations, on peut dire que c'est l'opposition qui fortifie Faure. Parce qu'au cours de ces 3 dernières consultations présidentielles, il n'y a pas eu un seul essai de front uni de l'opposition. Et cette fois-ci encore, vous voyez, il y a un mini-front autour de Fabre, il y a un mini-front, le CAR, qui a préconisé le boycott, et il y a 3 candidats. Et si vous avez écouté sur la radio, sur RFI, un des candidats disait oui, j'ai envie d'affaiblir Faure dans son fief traditionnel. Donc c'est paradoxal comme comportement. Si effectivement tout le monde pense que 48 ans ça suffit et qu'il faut effectivement mettre fin au règne d'une famille, l'opposition aurait dû faire l'essai au moins de front uni.
Okay. Et malheureusement, ça ne s'est jamais produit. Oui, Faure, il est en train d'entamer quand même un 3e mandat, même si c'est constitutionnel, Alexis Calandri, mais ça paraît un peu peut-être le mandat de trop ou pas, il ne faudrait pas l'envisager comme ça, vu au niveau de la situation. Même si c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, certes, mais alors le pouvoir use déjà et en fait je pense que il faut savoir partir et effectivement le fait de rester trop longtemps, il va s'ankyloser avec des dégâts qu'on a vus ailleurs. Donc je pense qu'il faut qu'il sache préparer sa sortie. Je dirais peut-être pas le mandat de trop, mais il est encore temps pour lui d'envisager une manière de s'en aller. Oui, dans le marigot politique de la sous-région, c'est un peu un président atypique, il ne parle pas trop. Vous voyez par exemple, chaque candidat avait un temps de parole sur des radios internationales, il a refusé de parler, on ne l'entend pas trop, il est discret. Et c'est quelqu'un d'atypique. Je pense que les Togolais se reconnaissent quelque part en lui, contrairement à son père. Maintenant, ça va faire 15 ans, 20 ans, 25 ans. Je pense que ce qu'on n'a pas fait en 15 ans, on ne peut pas le faire en 20 ans, en 30 ans. Je crois qu'à un moment, il faut partir et que peut-être que s'il est réélu, s'il reforme un nouveau gouvernement, s'il se fixe des objectifs, peut-être qu'il va falloir penser à passer à un moment la main. Ok. Adam Thiam, si on essaie de voir le parallélisme au niveau entre opposition et majorité, du temps de son père, il y avait des opposants farouches, il y avait les Yaobi à Boibor, il y avait Olympio, mais par rapport à Faure, ce n'est pas aussi que cela. Est-ce que ce sera possible un jour, cette alternance, la famille Gnassingbé et Adema, le rajeunissement de la chose politique là-bas? Oui, non, c'est-à-dire que sous le père, il y a eu une opposition forte. Il est même possible, effectivement, que l'opposition ait remporté au moins une élection, je crois que l'avant-dernière. Aujourd'hui, cette opposition s'est affaiblie, Faure est là. Je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas demain une alternance. C'est fort possible qu'il y ait une alternance, mais le peuple togolais, dans un référendum, a accepté cette constitution. La constitution ne limite pas forcément le nombre de mandats. Je crois que Faure avait même dit qu'il allait tout faire pour que le nombre de mandats soit limité. Il est loin d'être le doyen des chefs d'État de l'Afrique. Je n'ai pas de problème avec ça. Et on a vu effectivement que la plupart des constitutions où il y a une alternance constitutionnelle prescrite, donc à 2 mandats, les gens sont en train de tout faire pour déverrouiller. Et c'est même un des problèmes de stabilité que connaissent beaucoup de pays africains. Monsieur le ministre, dans certaines rues de Lomé, on a vu des citoyens dire que Faure a l'armée de son père. C'est un paradigme important, l'armée au Togo. Un pouvoir qui repose sur l'armée aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans l'inconscient des citoyens que dans la réalité. Parce qu'effectivement, son père, de par même l'origine de son pouvoir, mettait en avant sa maîtrise de l'armée. Et toutes les indocilités étaient, disons, réprimées avec beaucoup de brutalité. Mais lorsque vous voyez même, et je crois que je rejoins Serge, le mode de fonctionnement de Faure, il n'y a pas de référence sur le fait que je tiens l'instrument militaire. Il essaye au contraire de faire, disons, apparaître son côté gestionnaire, son côté de président soucieux du bien-être des citoyens. Et le fait est peut-être aussi plaider que, bon, il a passé 10 ans, mais 10 ans dans la tourmente. Maintenant, si on lui laisse un contexte plus paisible, il est possible qu'il fasse avancer le pays. Donc, mais je ne sens pas l'armée constituer, bon, disons, un atout, disons, un argument majeur dans le fait qu'il faut le reconduire comme président. Alors, vous disiez tout à l'heure un rajeunissement de la classe politique. Vous savez, il est né le 6 juin 1966. Donc, c'est un jeune loup, enfin, un vieux loup parce qu'il est resté longtemps, mais il n'est pas si vieux que ça. Fort. Moi, c'est le style. Il a un style british, mais de l'autre côté, l'économie. Il y a des problèmes économiques. Mais le Togo, si vous faites attention, fait partie des pays qui sont plus ou moins chouchoutés dans la sous-région par les institutions de Bretton Woods. Ce qu'il a réussi également, c'est
il a su casser les méthodes de son père. Il a dissous le parti. Et ça, c'est très important, le fameux RPT. Voilà, oui, parce que sous son père, il n'y avait même pas de budget. On emportait l'argent dans des sacs. Son père a régné par l'argent, c'était d'une autorité publique. Lui, il a cassé ça. Il essaie d'être gestionnaire. Il a su avoir avec lui Gilles Christ, qui était vraiment déterminé. C'est déterminant. Ça a vraiment ramolli l'autre camp et de plus en plus, un moment, les Togolais se plaignaient parce qu'ils ne donnent plus à l'appel comme le papa, mais de l'autre côté, ils voient les résultats dans l'investissement dans la ville. Ok. Deuxième thème de cette émission, c'est probablement la pire hécatombe jamais vue en Méditerranée. Près de 800 morts après le naufrage d'un chalutier. Réunis en sommet extraordinaire jeudi dernier, l'Union européenne décide de tripler le budget de Triton. Triton, c'est son opération de surveillance et de sauvetage en mer. Monsieur le ministre, ça commence à faire trop, ces naufrages au large de la Méditerranée. Oui, ça fait trop, et ce qui est dommage, c'est, disons que pendant très longtemps, la communauté internationale a regardé de l'autre côté, comme si c'était quelque chose de fâcheux, mais qui pouvait pas atteindre des dimensions tragiques. Et tout d'un coup, elle semble découvrir que on est passé des passeurs artisanaux à des réseaux bien organisés de trafic humain. Je pense qu'il y a une certaine hypocrisie à admettre toute la tragédie que représente la migration clandestine aujourd'hui. Et la réponse, à mon avis, également, portée par la communauté européenne est décevante. Et ils ont triplé le budget à Frontex là, pour la surveillance des frontières extérieures, pour éventuellement le secours. Et ils l'ont porté de 3 millions à 9 millions d'euros. Mais 9 millions d'euros, c'était ce que l'Italie dépensait en 2013 à elle seule pour l'opération Mare Nostrum, qui avait les mêmes buts. Donc, il y a eu un sommet, mais je pense que la réponse n'est pas à la hauteur de la tragédie qui est en train de se poursuivre. Oui, Adam Cham, sur la réponse de l'Union européenne, certains ont pensé aussi qu'il fallait essayer de fixer les migrants au niveau des zones de départ, au niveau de leur pays aussi. Oui, non, il y a plusieurs stratégies. Hein. Donc, ce sur quoi l'Europe s'est mise d'accord l'autre jour, c'est qu'il fallait accroître les moyens de Triton. Et Amnesty dit, si vous accroissez les moyens de Triton, c'est bien, mais vous n'êtes pas en train de changer la stratégie parce que Triton ne va pas en haute mer. Et c'est en haute mer qu'arrivent la plupart des désastres. Et Amnesty dit, pourquoi est-ce que vous avez mis fin à l'opération qui a le plus sauvé de vies? Donc en 2014, c'est l'opération Mare Nostrum qui a sauvé des milliers de vies. Mais sinon, envoyer les bateaux en mer n'est qu'une partie de la stratégie. Mais l'essentiel de la stratégie de l'Europe, c'est d'empêcher que les migrations se passent. C'est d'empêcher que les gens arrivent déjà en Libye, au Maroc, etc. Mais pour l'instant, ça n'a pas réussi. Et la responsabilité ce n'est pas la responsabilité de la seule Europe qui est engagée. Il y a des pays de départ. Donc maintenant, on voit qu'il y a la Syrie, les autres pays où l'instabilité est nouvelle. Mais il y a une émigration classique, celle des Africains. Et donc, ce sont nos dirigeants aussi qui sont interpellés. La preuve, c'est qu'il y a une 50aine de Maliens qui apparemment sont morts aussi cette fois-ci. Et tout se passe comme si nos dirigeants, comme les dirigeants européens, n'ont pas écouté le dernier Toumani Diabaté Sidiki dans le morceau très interpellateur de Lampedusa. Oui, Alexis Calambri, sur la récurrence de ces drames de l'immigration. Oui, c'est vraiment à plusieurs entrées. Hein. Ceux qui partent sont à la recherche d'un ailleurs meilleur parce que chez eux, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir. Et souvent, la situation à l'intérieur est due à la mauvaise gouvernance, mais il y a également très souvent, disons, une incidence des politiques extérieures, notamment européennes, sur la situation actuelle. Donc, je
pense qu'il faut plutôt que, comme M. le ministre le disait, qu'on cherche des solutions partielles et parcellaires, que l'Europe essaie de se protéger, qu'elle cherche avec nos autorités des solutions globales et définitives. Oui, Serge Daniel. Moi, le problème, je ne le vois pas tellement sous cet angle-là. Vous savez, les routes de l'immigration clandestine ont changé. Il y avait 3 routes essentielles en ce qui concerne les habitants de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez tous ceux qui étaient en Afrique centrale qui vont prendre le passeport camerounais. Parce qu'on sait que les détenteurs du passeport camerounais n'ont pas besoin de visa pour venir dans un pays comme le Mali en vertu d'accords signés entre les 2 pays. Ensuite, ils passent par le Nigeria, les faux papiers, vous avez le Bénin, vous avez le Niger, le Burkina, ils arrivent au Mali. Bon, ils arrivent au Mali, c'est le nord du Mali qui les intéresse parce qu'ils passent par Tamanrasset, ils passent par le Maroc et puis les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla. Les routes ont... Il y a quelques années, tu as fait cette route, Serge. C'était pour immigrer? Et non, c'était pas pour immigrer, mais pour voir un peu ce qu'ils faisaient. Et c'était extraordinaire parce que, par exemple, à Tamanrasset, au sud de l'Algérie, vous les voyez dans des bus, c'est-à-dire les bus, ce sont des trous que vous avez sous un pont. En période de décrue, ils habitent. C'est terrible ce qui arrive. Maintenant, les routes ont un peu changé à cause de la crise du Nord. Donc, on les retrouve vers le Niger et ils vont vers la Libye. C'est simple. La réunion de l'Union européenne qui s'est tenue est une réunion pour rien pour moi. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà, au pays de départ, contrôler les passeurs. Vous avez 3 choses pour parler d'immigration clandestine. Vous avez les candidats, mais il faut un passeur. Il faut un passeur, il faut en plus, ceux qui hébergent les passeurs, et puis les moyens de transport. Donc c'est facile, à mon avis, de contrôler cela. Ça, c'est en amont. Mais en aval, le véritable problème, le ministre l'a dit, c'est un problème de travail. Les jeunes n'ont pas de travail. Quand, comme le dirait, m'a dit un jour un Nigérian, the clock is ticking, c'est-à-dire quand le compte à rebours a commencé pour eux, absolument plus rien ne peut les empêcher. Donc ces jeunes-là, il y a, et j'en aurais terminé, c'est une question de co-responsabilité. L'Occident est responsable, mais nos pays africains sont également responsables parce que le rôle des dirigeants, c'est de pouvoir trouver du travail à la jeunesse. Alexis, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux dire, tel que ça se pratique actuellement, Monsieur le ministre parlait de trafic humain, mais il y a un réseau mafieux qui s'est créé. Moi, je me souviens, avant que ça n'ait cette ampleur, je me souviens avoir accompagné jusqu'en Mauritanie des gens qui partaient. Mais sur la route, tous les policiers, les postes de contrôle savent que c'est des clandestins. Ils leur prennent de l'argent, ils les laissent partir. Et à l'époque, en tout cas, qu'est-ce qui se... Quand ils arrivent, ils cotisent, ils paient le bateau et on exige qu'ils brûlent les papiers. Donc, même s'ils ont des contacts là-bas, ils ont à apprendre ça par cœur, mais on doit les retrouver avec aucun papier. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que le démantèlement, la désintégration de la Libye n'est pas quelque chose dans la récurrence du phénomène? Puisque la Libye était une sorte de nasse qui empêchait les migrants de converger vers l'Europe, mais avec le départ de Kadhafi, il n'y a plus d'État en Libye. Oui, non, c'est réel. Je voudrais insister, parce que effectivement, ce que décrit Alex, c'est la conséquence de la désintégration de l'État en Libye. Vous savez, il y a un spécialiste qui a comparé ce qui se passe en Libye à ce qui se passe au Mexique. Vous avez des organisations mafieuses très fortes qui sont dans différents trafics. La drogue, la prostitution, les armes. Et tout d'un coup, il est intéressant pour elles de se mettre aussi dans le trafic des êtres humains. C'est pour ça que le schéma que décrit Serge est tout à fait précis. Il est aujourd'hui amplifié. Il est porté à la dimension supérieure. C'est pour ça que vous voyez un élargissement des nationalités qui passe par la Libye pour atteindre l'Europe. Parce que maintenant, c'est identifié pratiquement comme un hub vers, disons, les pays industrialisés. Et comme vous l'avez dit, c'est effectivement dû à la désintégration de l'État libyen. Chaque groupe armé et chaque affidé des groupes armés cherche un moyen de revenu. Il y en a qui vivent sur le pétrole, il y a d'autres qui vivent sur le trafic d'armes, il y a d'autres qui vivent sur le terrorisme, il y en a qui vivent sur le trafic humain. Et c'est de cela dont il faut tenir compte, parce que quoi qu'il arrive, quel que soit l'effort produit par les pays fournisseurs, comme on dit, il n'y aura jamais un moyen de contenir l'immigration. Et Serge l'a bien décrit dans son livre, l'information circule très vite dans le milieu des candidats à la migration. Dès qu'ils savent qu'il y a des nouvelles voies et qui acheminent des quantités encore plus importantes de personnes,
l'afflux va augmenter. Je me permets d'ajouter deux choses. C'est-à-dire que pour lutter aujourd'hui efficacement contre les passeurs, la mafia, parce que c'est la mafia, comme l'a dit le ministre et Alexis, un peu Adam, mais pas trop, c'est qu'on les écoute par téléphone. C'est-à-dire, au lieu de mettre les journalistes sur table d'écoute ou les politiques sur table d'écoute, il faut mettre les passeurs sur table d'écoute. Moi, j'aurais bien vu, par exemple, à cette réunion de l'Union européenne, une décision de renforcer les écoutes. C'est-à-dire dans la lutte contre le trafic. Si vous écoutez les passeurs, vous avez réglé le problème, 75% du problème. Ensuite, vous avez les armateurs, sont maintenant les bateaux. Ils achètent un bateau, par exemple, à $500,000, mais le bateau leur rapporte 3 millions de dollars. Donc, ils n'ont plus besoin de bateau. L'autre chose, c'est que sur les routes de l'immigration clandestine aujourd'hui, vous avez des milliers de ressortissants africains qui sont en situation de blocage. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus repartir, ils ne peuvent plus revenir. Il faut peut-être penser aussi à cela, les ramener dans leur pays d'origine, les aider à partir. Ils régulent le marché du travail dans les pays où ils sont, mais pas pour longtemps, parce que l'objectif n'est pas de vivre dans ces pays, l'objectif c'est de partir, mais de sensibiliser aussi à la base, parce qu'ils ont honte de revenir. Vous avez vu la semaine dernière, des Maliens ont été rapatriés de la Guinée équatoriale. Certains ne voulaient pas repartir chez eux parce que retourner dans le village, c'est synonyme d'échec. Ils ont sensibilisé les parents en leur disant mais il faut permettre aux jeunes de revenir. Mais ensuite, enfin, aux gouvernements africains qui ne se sont pas réunis, contrairement aux pays européens, qu'enfin qu'ils se réunissent et qu'ils arrêtent quand même un peu de ne pas penser à ces jeunes-là. D'accord. Adam Thiam, en termes d'approche endogène, est-ce que la bataille est perdue d'avance? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fixer les jeunes au niveau du continent, au niveau de nos pays? Oui, non, c'est même ça le problème. C'est-à-dire, c'est très simple, c'est trop simple de ne situer la responsabilité de cette affaire que sur l'Europe. Je pense effectivement qu'il y a un problème, c'est que l'Europe s'est refermée, le projet de l'Union européenne est une tentative de créer un mur dans un monde où il y a quand même des échanges, c'est-à-dire une grande partie des problèmes que nous avons en Afrique est aussi due au système du marché. Mais de la même manière, Serge, je pense que les intermédiaires font partie du système. Enfin, les passeurs font partie du système. Ils ne sont pas le problème, ils sont un des symptômes du problème. Je crois que si il y avait un système plus souple d'avoir des visas, si nous avions suffisamment étudié les secteurs en tension, par exemple dans les pays développés, ça donnerait effectivement ce que nous rejetons, qui est une doctrine d'émigration choisie, que le continent n'a pas. C'est-à-dire que l'Afrique n'a pas de doctrine de l'immigration. C'est Sarkozy qui est venu nous dire ici immigration choisie. Nous l'avons mal pris. Mais si on regarde bien, par exemple, il semble qu'en France aujourd'hui, il y a au moins 400 secteurs en tension qui ont besoin de personnel. Dans une quinzaine d'années, les États-Unis auront besoin d'1 million de médecins sur leur sol. Donc, et nous devons pouvoir anticiper. En Allemagne aussi, on parle d'un besoin de 7 millions. Nous devons pouvoir anticiper, mais cela prend tout un continent. Il faut que l'Union africaine ait une doctrine de l'immigration, il faut que les pays suivent, et il faut effectivement, à mon avis, que certains problèmes soient réglés. Par exemple, le problème de la Libye est un problème qui n'est pas réglé. Le problème de la Syrie est un problème qui n'est pas réglé. Parce qu'on oublie qu'il y a d'autres routes. C'est-à-dire qu'il y a l'immigration qu'ils appellent les septièmes, donc qui passe par la mer Rouge, qui est un problème. Il y a beaucoup d'Érythréens, beaucoup d'Éthiopiens qui meurent. Et il y a beaucoup de Syriens qui meurent de l'autre côté. Ce qu'on voit à Lampedusa n'est qu'une partie du problème. Mais c'est toutes les zones d'instabilité aujourd'hui qui sont concernées. Beaucoup de départs de Syrie, beaucoup de départs de l'Irak, beaucoup de départs de l'Érythrée et d'autres pays. Monsieur le ministre, qui va ajouter quelque chose? Oui, non, juste pour appuyer ce que Adam Thiam disait tout de suite, mais je pense que de toute façon, Adam, la clé du problème est entre les mains de l'Europe. Parce que c'est elle qui peut proposer, par exemple, des contrats de travail. Et il y a des économistes qui disent on peut même proposer des visas payants pour quelqu'un qui veut aller travailler en Europe. Et à ce moment, il est plus profitable d'aller, pour les migrants, de choisir la voie ouverte de manière officielle que de payer $2 000, $3 000
aux passeurs et de se retrouver dans l'incertitude la plus totale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... C'est que ceux qui partent ne sont pas qualifiés. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux critères, aux demandes de marché des pays d'accueil. Par exemple, en Éthiopie, ils forment maintenant des maçons et autres, et puis la plupart des maçons formés sont tout absorbés. Donc, il faut que nous connaissions les secteurs en tension, les secteurs qui doivent produire effectivement. Okay. Non, c'est pour ça que je te rejoins. Je dis qu'il faut, c'est eux qui identifient les secteurs en tension. Et à ce moment, la formule peut être ouverte. Oui, ok. Moi, je veux dire rapidement qu'il y a quand même des expériences. Je me souviens sous le ministre, le ministre malien Makalou, c'était à l'époque le ministre des Maliens chargé de l'extérieur. Il y avait un projet avec l'Espagne de travailleurs saisonniers. Oui. Et je crois que ça a fonctionné quand même. Donc effectivement, c'est une possibilité de lutter contre l'immigration clandestine. Les gens s'en vont et ils reviennent. Mais on parle beaucoup de l'immigration vers l'Europe. Mais vous savez, il y a plus de 75% de l'immigration malienne. Les Maliens sont des grands voyageurs. Mais c'est plutôt vers l'Afrique. J'ai reçu un mail hier d'un Malien qui est en Angola, qui me montrait les photos blessées d'un Malien mort, qui a été tué par la police, tabassé par la police. C'est la Guinée équatoriale qui expulse les Maliens. Si vous allez en Côte d'Ivoire, la deuxième ville malienne dont on parle, la deuxième ou troisième ville malienne, la deuxième, il y a beaucoup de Maliens. Donc il ne faut pas penser que les Africains ça justifie pas que vont... mort. Oui, non, je dis qu'il ne faut pas penser que les Africains vont essentiellement en Europe. Il y a des problèmes également en Afrique. On ne voit pas ces problèmes-là parce qu'on ne voit pas 800 personnes mourir d'un seul. Oui, Alexis Calambré. Ce que je veux déplorer, c'est dit, tout ça c'est beau, mais nous n'avons pas vocation à servir de main-d'œuvre aux autres. Il est vraiment temps que nos politiques réfléchissent à comment retenir et créer des perspectives pour les gens dans leur pays. Okay. Ce n'est pas un problème. Si par exemple nous avions 1 million de médecins à offrir aux États-Unis, il y aurait des retombées pour nous. Le fait est que nous n'avons pas. Le fait est que il n'y a pas de doctrine. On n'est même pas au niveau d'avoir une pré-doctrine de l'immigration parce que simplement nos problèmes de base ici ne sont pas réglés. C'est-à-dire il faut produire des cadres dans les secteurs. Oui, mais toi qui connais l'Union africaine, pourquoi à ce jour il n'y a même pas un début de réflexion? Il n'y a même pas de condamnation de ce qui se passe. C'est pas la première fois, je crois. En octobre 2013, il y a eu à peu près 200-300 morts au moment du sommet de l'Union africaine. Je pense que la Mauritanie a dit qu'elle allait faire un sommet continental sur l'immigration. Et à ce jour, il n'y a rien. Ok. Monsieur le ministre, une dernière question là-dessus. C'est une proposition qui émane de Marine Le Pen. Elle n'est pas notre tasse de thé, mais elle pense qu'il faut rendre les pays européens moins attractifs, couper l'aide sociale et que ça peut peut-être décourager les Africains à faire la ruée sur l'Europe. C'est un peu cruel, mais bon. C'est le ministre. Non, j'adhère entièrement. Non, je crois que, comme Serge a commencé à le dire, le discours de Mme Le Pen est destiné à ses électeurs qui prennent toujours les immigrants pour des profiteurs et ils pensent que nous sommes les grands bénéficiaires de tout ce que le système français produit comme protection sociale. Ok. Vraiment. Ouais, Serge. Non, je voulais dire D'accord, ok, voilà. Ok. Dernier thème de cette émission, le Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad avec cet accord du 15 mai 2015 à Bamako. Signera pas. En tout cas, le gouvernement, la médiation pense qu'il y aura signature le 15 mai prochain, même si des sanctions ne sont pas à exclure en cas de refus. Pour l'instant, on est tous dans l'attente d'une confirmation officielle. Alexis Calambré signera pas. Une bonne question de mon point de vue. Parce que moi, d'après toutes mes analyses, aujourd'hui, allait trouver au moins que c'est paraffé par tout le monde. Il y a eu tellement de ping-pong, il y a eu tellement de déclarations. Je pense que cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. En tout cas, on touche du bois pour que ça soit la bonne, que ça soit vraiment au moins qu'on signe le 15 mai et qu'on fasse, qu'on ait en face maintenant les vrais défis. Aram Cham sur la question. Mais je ne sais pas s'ils vont signer. Moi, je commente l'actualité, je ne la crée pas. Je ne sais pas s'ils vont signer. Ce que je trouve étonnant, c'est jusqu'à présent,
comment ils ont fait pour résister à toutes les pressions pour signer. Ce que je me pose comme question, c'est pourquoi, alors que eux, ils refusent de signer au motif que il faut que leur population adhère au projet. Nous, on a signé. J'ai déjà vu simplement vendredi, le Sphinx a sorti les 11 pages de réserve que nous avions, que le gouvernement avait, et j'aimerais encore demander aujourd'hui pourquoi, malgré ces réserves qui me paraissent tout à fait justifiées, le gouvernement a cru devoir signer. Et la question n'est pas est-ce qu'il signe ou il ne signe pas, mais comme l'a dit Bruno Jaillet l'autre jour, ça c'est peut-être un piège. La question c'est est-ce que nous avons l'accord qui peut assurer la paix au Mali comme au nord du Mali. Est-ce que nous avons les moyens de mettre en œuvre cet accord? Oui, Serge Daniel. Moi je crois qu'il y aura une signature. Déjà, ce matin, la CPA, qui est une dissidence du MNLA, mais qui se retrouve dans le même groupe que la CMA, a dit nous allons signer. Probablement que tout le monde ne va pas signer. Mais il y a ceux qui vont rentrer, à mon avis, pas dans le train, mais dans les wagons, parce que il faut que ça avance. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même des contradictions à l'interne même de la coordination des mouvements de l'Azawad. Il est question, certains pensent qu'il faut transformer la coordination des mouvements de l'Azawad en mouvement pour la libération de l'Azawad. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les composantes HCUA, MNLA, enfin ce sont des discussions qui sont en cours, c'est pas arrêté, etc. Pour dire désormais nous changeons de dénomination, donc nous changeons probablement de boussole dans cette affaire. Je pense que le 15 mai, il y aura probablement une cérémonie avec la signature de l'accord, le paraphe et la signature de l'accord par au moins un élément, un parti, un mouvement de la CMA. Oui, monsieur le ministre, sur la question. Oui. Vous êtes optimiste? Si vous permettez, je vais essayer de dire un peu. Voilà, non, c'est-à-dire que je pense que le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la coalition n'a jamais mené une discussion politique à Alger. C'est-à-dire qu'une discussion vraiment de négociateur qui vient pour trouver une solution à un problème. Parce que si elle avait adopté cette solution d'emblée, au lieu de se figer sur des positions, oui, on veut un État fédéré, on veut ceci, on veut l'autonomie, ceci, cela, elle aurait élaboré ce qu'elle a proposé le 17 mars, elle aurait proposé déjà à Alger et ça aurait constitué une base de discussion. Mais elle a perdu beaucoup de temps, d'abord en ne cherchant pas à unifier les positions en son sein, et comme l'a dit Serge, il y a de vraies contradictions au train de la coalition, même entre l'aile militaire et l'aile politique, entre des gens qui ont plaidé depuis le début l'indépendance et ensuite qui ont été obligés de se rabattre vers l'autonomie, qui ont dit que le fédéralisme était la formule minimale. Comment ils peuvent passer de cela à, disons, à la décentralisation poussée? Donc, aujourd'hui, la CMA est en train de régler en son sein des problèmes qu'elle aurait dû régler en amont. Et c'est ça qui fait la difficulté. Lorsque vous voyez comment, de manière très brusque, on change d'avis, oui, on va paraffer, non, on ne paraffe pas, mais c'est vraiment très destructeur. Et je rejoins Serge, je pense que la CEMA est un ensemble hétéroclite. Des mouvements comme la convention de la CPA, qui est venue de manière très accidentelle dans la coalition, des mouvements comme le CMFPR2, qui est venu aussi de manière très circonstancielle, peuvent se détacher et signer. Mais il y aura de vrais problèmes avec le MNLA et avec le HUA, parce que de toute façon, avec le HUA, il y a la question du sort réservé à Yad, qu'il faudra bien trancher d'une manière ou d'une autre. Oui, Alexis Calambri, vu au niveau du gouvernement, on a l'impression que le gouvernement est dans un optimisme PA. Il n'y a pas de plan B qui est envisagé. C'est comme si on signe ou on signe, quoi. Non, en fait, je pense que le gouvernement est assez lié en ce sens que, bon, il n'a jamais été maître du jeu. Ça, c'est connu. Et deuxièmement, le gouvernement avait affaire à deux fronts. Il y a d'abord son opinion qui n'est pas d'accord avec l'acte qu'il a posé et il n'est pas récompensé par le vis-à-vis qui ne s'y reconnaît pas non plus. Donc, finalement, vous voyez, le gouvernement s'agrippe plus
à l'Algérie, chaque fois qu'il y a un communiqué, au lieu de laisser venir, on amplifie, on prend ça comme une bouée, mais ils n'ont pas trop de choix. Je voulais parler des mains invisibles dans le jeu. C'est-à-dire que comme toutes les rébellions, vous avez des gens qui sont derrière. Et ceux qui sont derrière, une rébellion, lorsqu'elle n'a pas accès à une autre frontière, elle n'existe pas. Donc vous avez des mains invisibles qui, à mon avis, encouragent certains groupes à ne pas signer. Je sais qu'il y a, vous savez, il y a une délégation officielle qui est actuellement en Europe, en campagne, etc. Il y a des discussions qui se sont déroulées. L'armée locale de Kidal était récemment à Bamako. Il paraît qu'Adam l'a vu. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, les choses, il y a des discussions. Les choses sont en train de bouger. On est en train de tenter de faire bouger les lignes pour que il y ait un accord qui soit signé. Mais du côté du gouvernement malien, tu parlais tout à l'heure d'un optimisme béat. Je pense qu'on est trop optimiste, mais que l'autre problème, ce n'est pas, on n'a pas une équipe robuste. Par exemple, je reviens là-dessus, Adam n'a jamais été d'accord là-dessus, c'est que nous n'avons plus de représentants du président de la République au sein de la médiation. C'est comme si l'affaire est terminée, puisque le médiateur est devenu Premier ministre. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut nommer quelqu'un pour suivre les négociations, représenter le président de la République dans cette affaire-là. Ça n'existe pas et c'est peut-être dommageable. Oui, Adam, la mise en œuvre d'un accord, même avec la CMA au grand complet, cette mise en œuvre allait être problématique. Aujourd'hui, si elle est désintégrée, ça veut dire qu'il y aura d'autres problèmes, quand même. Oui, non, mais Alex a tout dit. Nous n'avons pas de liberté de manœuvre comme gouvernement. C'est tout ce qui peut expliquer que nous ayons signé, sans l'expliquer, un accord sur lequel nous avions 11 pages de réserve, et alors que les autres n'ont même pas signé. Et c'est trop simple de s'attarder sur les anomalies qu'il y a dans la CMA ou autre. Ce n'est même pas important pour nous, ça. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas un groupe homogène et c'est très grave que ça ne sert à rien que ce soit la CPA qui vienne signer et que la CEA ne le fasse pas, parce que nous savons que la vraie force sur le terrain, c'est le HCEA. Et c'est encore plus grave d'apprendre ici, de nous dire qu'ils sont en train de négocier effectivement le sort d'Iyad. Alors, s'ils sont en train de négocier le sort... Il n'a pas dit, il a dit, il y a le problème. Le ministre a dit, il y a la question. Non, mais nous savons que l'Armée locale est venue pour ça. Oui. Il a vu les autorités les autorités gouvernementales pour ça. Mais pourquoi vous parlez de main invisible? Nous savons où est Iyad. Nous savons où est Iyad. Nous savons qui protège Iyad. Moi, je suis fils de diplomate, Adam. Il n'y a pas de main invisible. Il n'y a pas de main invisible. Iyad bénéficie de la sollicitude de l'Algérie et peut-être la mansuétude de la France. C'est ça la vérité. Tout le problème du Nord aujourd'hui est suspendu à deux choses. C'est quel sort réservé à Iyad, et le fait est que la CMA n'a jamais accepté que les Gatia et autres qui sont dans la plateforme soient signataires de cet accord. Oui, l'après 15 mai, monsieur le ministre, la mise en œuvre problématique, elle sera, on peut l'imaginer. Non, elle sera difficile. Et c'est pour ça qu'il aurait été... Parce que vous savez, lorsque vous regardez les accords précédents, il faut un socle minimum de confiance pour, disons, passer à la mise en œuvre. Parce que ce qui est sur le papier, s'il faut tenir les délais, s'il faut tenir les formes, s'il faut maintenir le processus littéralement tel qu'il est décrit, c'est pratiquement impossible. Donc c'est la création du socle de confiance qui est extrêmement important. Pour le moment, vous savez, je vois, tiens, mais il y a au moins un facteur qui est un peu réconfortant, c'est que la CMA répète à l'envi son attachement au cessez-le-feu conclu au mois de mai. Parce que ce qui serait grave, c'est qu'il y ait une reprise, disons, des actes armés. Mais, disons, le cessez-le-feu conclu au mois de mai de l'année dernière, arrange la CMA. C'est pour ça qu'elle pense le conserver. Mais je crois que, vous savez, lorsqu'on parle, je suis d'accord que nous n'avions pas les mains entièrement libres. Lorsque vous venez dans les négociations après avoir essuyé un échec militaire, il est impossible de négocier comme si vous étiez en position de force. Mais est-ce que je peux juste intervenir là?
quel est l'échec militaire? Le 11 janvier 2013, ce pays avait été libéré par une armée étrangère, c'est vrai, mais il a été libéré. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'on a eu l'impression effectivement que les libérateurs ont donné la victoire du Mali, effectivement, à la rébellion. Sinon, en janvier 2013, nous avions été libérés. C'est comme si les Américains avaient demandé aux Français de céder, quand ils sont venus libérer la France, de céder l'Alsace à l'Allemagne. Je ne suis pas d'accord avec toi. En janvier 2013... On ne sait pas si M. le ministre avait fini. Non, mais terminé. il n'a pas fini. Je voulais rebondir là-dessus. Non, mais En janvier 2013, on n'a pas libéré le Mali. On a libéré 3 villes du Mali. 3 principales villes du Nord. Libérer 3 principales villes, ce n'est pas libérer le Mali. C'est ce que je voulais dire. D'accord, ok. On laisse monsieur le ministre terminer. Je voulais dire à Thiam que le 21 mai, pour moi, a été quand même... Ah, d'accord, le 21 mai. Oui. Je parle de la défaite militaire du 21 mai. Du 21 mai. Oui. Voilà, a été parce que même pour, disons, pour la liberté d'évolution de l'armée malienne sur le territoire malien, ça a été vraiment désastreux. Donc, c'est pour ça que je dis que lorsqu'il y a une contrainte comme ça dans les négociations, vous êtes obligé de faire plus de concessions que vous n'en souhaitez certainement. Ouais, puisqu'apparemment, on est toujours dans le rapport de force qui est consécutif au 21 mai. Mais Alexis, la question que j'avais envie de vous poser, est-ce qu'on ne sent pas une lassitude de la communauté internationale, de la médiation en fixant les échéances? C'est comme si on veut dire, bon, il n'y a pas que le Mali, il y a d'autres priorités, il y a d'autres problèmes. Non, pas ça seulement. Je dirais une complaisance. Parce que dans d'autres cas, on n'a pas senti sa fermeté. Autant tout le monde a compris que la CMA veuille restituer, avoir l'opinion de sa base, mais on n'a pas compris que après tout ce temps, que personne ne tape sur la table, qu'il n'y ait même pas un projet de sanction, que chaque fois que les Nations Unies font des communiqués, ils essaient de diviser la poire en deux, alors que le problème est d'un seul côté. Non, il y a une duplicité qu'on ne comprend pas. Oui. Le 15 mai sera difficile. C'est-à-dire que signature d'accord, début de signature, pas de signature, ça va être assez difficile. Vous savez que par exemple, dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de sécurité du Niger ont arrêté des trafiquants de cocaïne qui ont quitté le nord du Mali pour aller de l'autre côté. Mais donc, c'est un lieu de trafic. Les trafiquants vont pas se laisser faire. C'est pas parce que vous allez signer un accord tout de suite que les trafics vont s'arrêter. Ce n'est pas parce que vous allez signer un accord que tout va s'arrêter. Ça va être un début de quelque chose, mais ensuite, il va falloir que la communauté internationale se réunisse encore pour financer cette fois-ci. Vous savez, tout ce qu'il y a eu comme projet, les routes qui doivent être faites, les infrastructures, mais c'est énorme. Et effectivement, on a l'impression que la communauté internationale se désintéresse du Mali. C'est pour ça, j'en aurais terminé, il appartient aux Maliens de prendre leur véritable destin en main. Oui. Est-ce que c'est des intérêts du Mali? Au contraire, je pense que en train de lier la main du Mali. Moi, je reviens sur le fait que l'intervention de Serval, plus l'arrivée des troupes internationales, avait permis de libérer le Mali. Ils l'ont dit, parce qu'ils avaient dit que le problème du Mali, c'était les djihadistes. Okay? Ils nous ont libéré des forces djihadistes, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une différente stratégie de pénétration sur Kidal, pour des raisons que je peux comprendre. Mais ça veut dire quoi? Que l'intervention française n'a pas libéré le pays. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la victoire, ce que les Américains n'ont pas fait à la France en 1945, ils nous l'ont fait en 2013. C'est-à-dire demander qu'on donne une portion d'Alsace, notre Alsace. Mais vous dites la même chose que moi. Adam Thiam, vous dites la même chose. On ne dit pas du tout la même chose. Mais de différentes manières. On dit pas, moi, je suis fils de diplomate, pas vous. Vous dites les choses brutalement. Et moi, je fais comme le journaliste devenu diplomate. On ne dit pas la même chose. Mais je je veux conclure. Je veux dire simplement que c'est même pas le 15 mai qu'on signe ou qu'on ne signe pas n'est pas la question. C'est est-ce que nous avons les moyens
de mettre en œuvre cet accord. Est-ce que cet accord est celui qu'il faut pour le Mali? Si cet accord n'est pas celui qu'il faut pour le Mali, et on l'a vu dans les 11 pages de réserve du gouvernement, pourquoi on n'a donc pas fait? C'est ça les vrais... Alexis, on est en train de s'acheminer vers la fin. L'autre jour, j'ai interviewé le président nigérien. Alors, Nigérien, à Niamey. C'est vrai, c'est votre ami. Sur la question, alors il a un point de vue. Il dit le principe, c'est que le monopole de la violence doit être à l'État et on ne doit pas faire de concessions pour combattre tout autre groupe armé sur le terrain. Donc, je pense que de plus en plus, on doit essayer d'intégrer cette donne. L'accord signé que ne soit détenteur d'armes que les forces de l'État. D'accord. Et c'est donc sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Thiam du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Gaussou Drabo, journaliste et ancien ministre de la Communication, Serge Danel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre débat sur Africa Télévision.